Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Bienvenue mesdames et messieurs au lancement de l'indice 2022 de la faim dans le monde. En plus, bien sûr, de la présentation des conclusions de notre rapport cette année, nous mettons un accent particulier sur la transformation des systèmes alimentaires et la gouvernance locale. C'est un grand plaisir de vous accueillir d'où que vous soyez. L'un des avantages de la plateforme virtuelle, c'est que nous pouvons être réunis des 4 coins du monde via la plateforme numérique. Merci beaucoup d'avoir honoré cette invitation. Nous avons ouvert à l'instant le webinaire et on voit un grand nombre de participants de partout dans le monde. Je sais que dans le public, nous avons des personnes de la société civile, des membres de parlement, des représentants d'organisations affiliées aux Nations Unies, des représentants des ministères, de gouvernements du monde entier, des ambassades et bien d'autres. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir tous alors que nous allons rentrer dans le vif du sujet. Dans un premier temps, je souhaite me présenter. Je m'appelle Christine Mundois et je vais être l'animatrice de cet événement pendant toute la durée du programme. Pour ceux qui préfèrent écouter cette manifestation en français ou en allemand, c'est possible. Pour ce faire, il vous suffit d'aller au bas de votre écran. Vous avez une icône qui ressemble à un globe et vous pourrez choisir la langue qui vous convient le mieux. Il y a de l'interprétation en français et en allemand. La manifestation aura lieu en anglais. Je tiens aussi à vous signaler que nous sommes sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à utiliser le hashtag que je vous annoncerai un petit peu plus tard. Vous pouvez l'utiliser pour faire passer le message. C'est un aspect important de ce que nous faisons. Je ne vais pas en dire plus, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais vous présenter l'un des premiers orateurs de la journée. Il s'agit de Matthias Moge. Vous pouvez faire vos remarques d'ouverture. Merci Christine. Au nom de Concern Worldwide Welthungerhilfe et la Banque de développement KfW, je vous souhaite à tous la bienvenue. Nous sommes ravis que vous ayez pu vous joindre à nous du monde entier pour le lancement mondial de la 17e édition de l'indice de la faim dans le monde. Notre public est composé de personnes venant d'Éthiopie, Kenya, Malawi, Inde, Corée du Sud, États-Unis. Et je voudrais également souhaiter la bienvenue à nos amis, nos collègues et partenaires de longue date du ministère allemand de la coopération économique et du développement et de la GIZ, ainsi que du ministère des Affaires étrangères et de nos partenaires de l'Alliance 2015 à travers le monde et de toutes les organisations partenaires que le Programme alimentaire mondial et la FAO. L'indice de la faim dans le monde de cette année nous met face à une sombre réalité. Nous sommes confrontés à une crise alimentaire mondiale aux proportions monumentales. La crise alimentaire actuelle est largement présentée comme une réplique de la guerre en Ukraine. Mais en réalité, des millions de personnes vivaient déjà au seuil de la famine. C'est l'héritage des échecs passés à construire des systèmes alimentaires plus justes, durables, résilients. Un héritage qui laisse des millions de personnes exposées au cocktail toxique des conflits, du changement climatique et de la Covid-19. Mais il y a aussi de l'espoir, comme le montre l'indice de la faim dans le monde de cette année. Nous observons comment l'engagement des communautés locales et les dirigeants locaux améliore la situation alimentaire et nutritionnelle sur le terrain. La transformation des systèmes alimentaires ne portera ses fruits que si les communautés, les organisations de la société civile, les petits producteurs, agriculteurs, les groupes autochtones arrivent à trouver des solutions pour leur situation, là où ils vivent. Nous sommes honorés d'avoir Elisabeth Kimani-Mourage comme oratrice principale cette année. Elle dirige l'unité nutrition et système alimentaire et l'initiative Faim Zéro au Centre de recherche sur la population et la santé en Afrique à Nairobi. Chaque jour, elle milite dans son travail pour un changement de paradigme dans la façon dont la nourriture est conceptualisée, pour que la nourriture ne soit pas seulement considérée comme une marchandise, mais comme un droit humain fondamental. Bienvenue à Lise qui se trouve à Nairobi.
Je suis ravie de présenter un excellent panel avec Danielle Reznik qui a rédigé l'essai GHI de cette année dans lequel elle illustre comment les citoyens trouvent des moyens innovants pour amplifier leur voix dans les débats sur les systèmes alimentaires. Veuillez également accueillir avec moi Tendai Saidi, notre partenaire clé au Malawi de la société agricole et du Society Agriculture Network, et bien sûr nos collègues de Welthungerhilfe et de Concern Worldwide, Aisha Jamshed du Pakistan et Rauda Seman d'Éthiopie, qui vont approfondir certaines questions clés au cœur du rapport de cette année. Je suis également ravie que Maximo Torero soit notre invité aujourd'hui. Il a écrit un article remarquable dans le GHI de cette année sur l'impact de la guerre en Ukraine sur la sécurité alimentaire mondiale et il nous exhorte à faire preuve de solidarité et à mobiliser notre soutien et l'action pour l'ODD2. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'alerter et d'appeler à une action urgente. Les investissements réalisés aujourd'hui peuvent éviter des crises futures qui pourraient être encore plus coûteuses et tragiques que celles auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Et à la veille de la Journée mondiale de l'alimentation, le lancement de l'indice de la faim dans le monde 2022 permettra également de mettre en lumière des solutions et de réunir des voix du terrain pour souligner le pouvoir et la valeur d'une gouvernance fondée sur les droits et dirigée par les communautés pour conduire la transformation des systèmes alimentaires. Et enfin, je suis ravie que nous co-organisions l'événement d'aujourd'hui, comme déjà il y a plusieurs années, avec la Banque de développement KfW, reflétant ainsi son importante contribution à la promotion du développement agricole, de la sécurité alimentaire ainsi que la bonne gouvernance des processus de décentralisation grâce au soutien des pays partenaires. Je souhaiterais à présent passer la parole à Barbara Schnell, directrice de la politique sectorielle de la Banque de développement KfW. Barbara, vous avez la parole. Merci, ça fait 10 ans maintenant que nous organisons le lancement de l'indice global de la faim avec Welthungerhilfe et avec Concern Worldwide. Lorsque j'ai pris la parole l'année dernière au nom de la KfW, il a fallu malheureusement que je mentionne le nombre de personnes souffrant de la faim en raison de la pandémie. Cette année, malheureusement, la situation a empiré avec l'invasion russe en Ukraine. Cette guerre va encore accroître le nombre de personnes souffrant de la faim, comme l'a déjà dit Mathias Moge. Cela signifie qu'il faut agir immédiatement pour en amortir les effets. La KfW s'engage dans cette voie au nom du gouvernement allemand. En plus du soutien direct aux personnes vivant en Ukraine, la KfW a investi environ 120 millions d'euros supplémentaires cette année. Nous le faisons par le biais de l'initiative One World No Hunger et nous soutenons les pays dont la sécurité alimentaire est particulièrement affectée par la guerre. Une réponse d'urgence et donc une perspective sur le court terme est nécessaire pour prévenir les crises de la faim dans de nombreux pays, mais cela n'est pas suffisant. Nous devons également adopter une perspective à long terme et réfléchir à la manière dont nous pouvons transformer l'ensemble du système alimentaire pour qu'il devienne plus durable et plus équitable et puisse ainsi garantir le droit de tout un chacun à l'alimentation. Un aspect important qui est également au cœur de l'indice de la faim de cette année, c'est la manière dont les systèmes alimentaires sont gérés au niveau local, dans les villages, les communautés, par la société civile. La KfW a essayé de prendre en compte la gouvernance des systèmes alimentaires locaux. Ce n'est peut-être pas évident étant donné que nous sommes une banque de développement national travaillant avec des pays partenaires, mais nous nous sommes rendus compte que nous devons agir avec les personnes au niveau local pour donner la possibilité aux petits projets agricoles. Nous les incluons dans des programmes qui leur permettent de prendre les mesures eux-mêmes pour renforcer les systèmes alimentaires locaux. Nous soutenons de telles approches au Niger, au Burkina Faso et en Éthiopie. Deuxièmement, nous soutenons des projets visant à décentraliser la gouvernance au niveau communautaire. Et
Nous aidons aussi à faire avancer des réformes importantes et nécessaires pour les systèmes alimentaires à tous les niveaux. Au Rwanda, par exemple, nous renforçons le développement du système national de sécurité sociale, ciblant les personnes extrêmement pauvres et vulnérables. La situation actuelle exige plus que jamais des actions. Autrement, nous allons nous retrouver face à une crise alimentaire sans précédent, comme l'a déclaré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Nous devons tous travailler ensemble pour éviter une telle détérioration de la situation. Pour la KfW, je peux dire que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour améliorer les systèmes alimentaires à tous les niveaux. Et maintenant, je me réjouis de la présentation d'aujourd'hui pour mieux comprendre la pertinence de la gouvernance des systèmes alimentaires locaux et les approches nécessaires pour la soutenir. Je vous remercie et je me réjouis des discussions et des contributions des autres panélistes. Merci beaucoup Barbara Schnell pour la perspective de la Banque de développement KfW à Francfort. Mesdames et messieurs, je vous ai promis un hashtag. C'est le hashtag GHI 2022 pour ceux qui sont actifs sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à utiliser ce hashtag pour faire passer le message. Nous allons bientôt pouvoir écouter le résumé du rapport, mais nous avons d'abord une vidéo pour vous. Au cours de l'année écoulée, la situation alimentaire du Malawi s'est aggravée en raison de l'augmentation des prix des intrants et des pluies imprévisibles dues au changement climatique. L'insuffisance alimentaire est le problème majeur au Népal. De nombreuses personnes ont perdu leurs moyens de subsistance en raison de l'absence d'activité économique due à l'épidémie de Covid-19 ces dernières années. Au Kenya, depuis 2021, 1 million de personnes de plus sont confrontées à la faim et à la famine parce que nous avons connu 4 saisons consécutives sans pluie. En outre, les prix des denrées alimentaires sont élevés et les effets de la pandémie de Covid-19 persistent. Les progrès mondiaux dans la lutte contre la faim se sont largement arrêtés ces dernières années. Les conflits, le changement climatique, la pandémie et les effets de la guerre en Ukraine transforment une crise en catastrophe. Alors que le monde est confronté à une nouvelle crise des prix alimentaires, il est clair que notre système alimentaire doit changer. Le défi est énorme et c'est un défi que les communautés du monde entier sont en train de relever. La gouvernance est fondamentale pour le fonctionnement des systèmes alimentaires et de plus en plus, les acteurs et institutions locaux jouent un rôle de plus en plus important dans la gouvernance des systèmes alimentaires. Des mécanismes novateurs permettant d'accroître la responsabilité des systèmes alimentaires au niveau local apparaissent dans des contextes très différents. Certains de ces mécanismes comprennent des plateformes multipartites telles que les conseils de politique alimentaire urbaine. D'autres, la budgétisation participative et le suivi des dépenses pour les investissements en matière de nutrition, tandis que d'autres incluent les fiches d'évaluation par les citoyens des performances des gouvernements locaux en matière de prestation de services. Le renforcement de la gouvernance locale est important dans le débat sur les systèmes alimentaires pour s'assurer qu'il existe des solutions locales aux problèmes locaux pour améliorer la responsabilité et la durabilité. En tant qu'organisation de la société civile, nous nous concentrons sur le renforcement des capacités, la planification, l'engagement de la communauté pour promouvoir la gouvernance, assurer la sécurité alimentaire et protéger la population de la faim. Dans notre travail à Vihiga, nous sensibilisons les gens à la participation citoyenne. Nous disons aux gens qu'ils doivent participer, qu'ils doivent aller aux réunions publiques parce que ce qui est discuté affecte leur vie. La participation des gens à la gouvernance locale et à la responsabilité civile permet de s'assurer que les communautés ont voix au chapitre et que les doléances sont traitées au niveau local. Bien sûr, les mêmes outils ne fonctionneront pas partout et certaines conditions augmentent la viabilité des outils de responsabilisation. L'une d'entre elles consiste à disposer d'un environnement favorable qui encourage déjà l'engagement civique dans le processus politique. Ensuite, il faut que les gouvernements locaux soient politiquement et fonctionnellement autonomes dans les domaines de la prise de décision en matière d'alimentation, d'agriculture et de nutrition. En soi, les outils de responsabilisation n'améliorent pas directement les résultats en matière de nutrition, mais la pratique de la surveillance et de la participation permet aux citoyens d'exiger une plus grande réactivité de la part de leur gouvernement et de mieux comprendre leurs droits et les moyens d'y accéder. Le droit à l'alimentation est un droit
humain. C'est le deuxième après le droit à la vie. Les gouvernements ont donc la responsabilité de respecter, protéger, réaliser ce droit à l'alimentation. Il y a une responsabilité vis-à-vis des citoyens par le biais de plans, de schémas, de programmes qui sont mis en place. Les lois qui régissent le droit à l'alimentation et des systèmes alimentaires doivent également être renforcées afin que les personnes puissent jouir de ce droit humain fondamental qu'est le droit à l'alimentation. Mon engagement dans le domaine de la responsabilité sociale et du gouvernement local a montré que si les personnes sont réellement responsabilisées par la prise de conscience de leurs droits, il y a une amélioration des prestations de services et des demandes des communautés en ce qui concerne leurs droits. Les communautés locales ont le pouvoir de transformer les systèmes alimentaires. Certaines des personnes que vous avez vues dans la vidéo participeront à la table ronde tout à l'heure et je voudrais vous inviter immédiatement à y prendre part. Vous pouvez envoyer vos questions quand cela sera possible par le biais de la fonction questions-réponses dans la boîte que vous avez devant vous et nous tenterons d'apporter ces contributions à la discussion avec les panélistes. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet avec notre prochain intervenant, Connell Foley. Il est le directeur de la stratégie de plaidoyer et il travaille chez Concern Worldwide. Bonjour, bonsoir. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue, comme l'a fait Mathias en introduction. Comme vous le savez déjà, l'indice de la faim dans le monde est un rapport évalué par les pairs, publié par Concern Worldwide et Welthungerhilfe, et qui, depuis 2006, mesure et suit les tendances à long terme de la faim au niveau mondial, régional et national. Au cours des 17 années écoulées, de nombreux autres rapports ont vu le jour et ont permis d'améliorer notre compréhension de la faim, mais la valeur ajoutée du GHI reste l'ampleur et la richesse des données, ainsi que la nature multidimensionnelle pour montrer l'image de la faim dans le monde au fil des dernières décennies. En tant qu'auteur, cette année, avec nos partenaires d'Alliance 2015, notre objectif est de faire prendre conscience de la dimension de la faim et de partager des approches efficaces pour lutter contre la faim, mais surtout d'inciter à agir. Encore une fois, il s'agit de fournir des incitations à agir. Dans les prochaines minutes, je vous expliquerai l'indice lui-même et je vous donnerai un aperçu des résultats de cette année et j'examinerai les données sous différents angles. Je vous encourage bien sûr à visiter le site globalhungerindex.org et à en découvrir davantage par vous-même au cours des jours et des semaines à venir. Tout d'abord, il est important de comprendre comment l'indice est constitué. Je vous renvoie au cercle en haut de cette diapositive. Notre indice combine 4 indicateurs et la raison pour laquelle nous les avons, c'est pour capturer la nature complexe et multidimensionnelle de la faim. Il reflète non seulement la disponibilité calorique, mais aussi la qualité et l'utilisation de la nourriture, les carences en vitamines et minéraux essentiels. Il convient aussi de noter que ces indicateurs sont également inclus dans les mesures des progrès à accomplir dans l'objectif de développement durable faim zéro. Les indicateurs sont les suivants: part de la population sous-alimentée, le taux de retard de la croissance des enfants, le taux d'émaciation des enfants, donc un faible poids par rapport à la taille, reflétant une sous-nutrition aiguë, et la mortalité des enfants de moins de 5 ans, conséquence la plus tragique de la faim dans le monde. C'est le pourcentage d'enfants qui meurent avant l'âge de 5 ans. Ce calcul aboutit à des scores sur une échelle de 100 points qui reflètent la gravité de la faim, de faible à extrêmement alarmante. 0 étant le meilleur score, pas de faim, et 100 le plus grave. Une augmentation du score GHI d'un pays indique que la situation s'aggrave, tandis qu'une diminution du score indique une amélioration de la situation de la faim dans le pays. Il est important de noter à ce stade que nous n'utilisons que des données officiellement publiées. Cela signifie que les données de l'indice ne sont pas celles d'aujourd'hui, mais celles qui ont été publiées le plus récemment. Voici le résultat global de l'indice de cette année. Vous avez
44, pardon, 44 pays dans lesquels la faim est soit grave, soit alarmante. Comment cela se décompose-t-il? La faim atteint des niveaux alarmants dans 5 pays, la République centrafricaine, Tchad, République démocratique du Congo, Madagascar et Yémen, et provisoirement considérée comme alarmante dans 4 pays, Burundi, Somalie, Soudan du Sud et Syrie, pour lesquels les données sont moins fiables. Dans 35 autres pays, la faim est considérée comme grave sur la base des scores GHI de 2022 et des classements provisoires. L'année dernière, nous parlions déjà du cocktail toxique que constituent les conflits, le changement climatique et la pandémie de Covid-19 et de la crise alimentaire mondiale qui accable les plus pauvres et les plus vulnérables. Cette année, avec la crise ukrainienne, le tableau s'est considérablement assombri. En toute franchise, les effets de la guerre sur les approvisionnements, la hausse des prix des denrées alimentaires, des engrais, des carburants transforment une crise en catastrophe. Parmi les pays provisoirement désignés comme alarmants, Burundi, Somalie, le Sud-Soudan et la Syrie, il est tout à fait possible que ces pays tombent dans la catégorie extrêmement alarmante. En l'absence d'informations suffisantes pour confirmer que c'est le cas, nous avons prudemment classé chacun de ces pays dans la catégorie alarmante, mais vous pouvez consulter les données IPC pour voir ce que nous pouvons faire de plus. Si on continue, l'indice GHI nous montre que la faim est grave à la fois en Asie du Sud, où la faim est la plus importante, et en Afrique au sud du Sahara, où la faim est la deuxième région la plus importante. Si vous creusez dans les données de ce résumé, vous verrez que l'Asie du Sud a des taux de retard de croissance et d'émaciation des enfants les plus élevés au monde, tandis qu'en Afrique du Sud, subsaharienne, la prévalence de la sous-alimentation et le taux de mortalité infantile sont plus élevés que dans toute autre région du monde. Beaucoup d'entre vous le savent déjà, l'Afrique de l'Est connaît l'une des sécheresses les plus graves de ces 40 dernières années, avec 4 saisons sans pluie et potentiellement une 5e menaçant la survie de millions de personnes. En ce qui concerne l'Asie de l'Ouest et l'Afrique du Nord, nous pouvons constater que la faim est modérée, mais il y a certains signes inquiétants. Enfin, en Amérique latine et dans les Caraïbes, en Asie de l'Est et du Sud-Est, et en Europe et en Asie centrale, la faim est considérée comme faible, mais là encore, il faut regarder au-delà des moyennes régionales pour comprendre ce qui se passe. Si nous examinons les changements intervenus depuis 2000, nous pouvons voir qu'il y a une évolution dans la bonne direction. Donc des progrès sont possibles. De nombreux pays ont mis en œuvre des bonnes politiques de l'intervention et des progrès ont été réalisés au cours des 2 dernières décennies. Mais au cours de ces dernières années, nous avons vu une tendance inquiétante, un renforcement de la tendance après des décennies de progrès dans la lutte contre la faim. Et encore une fois, il faut comprendre les différents contextes dans les différents pays. Nous pouvons examiner des indicateurs de croissance. On prend le Yémen, on voit que la mortalité infantile est la plus élevée en Somalie, on voit la sous-alimentation des enfants qui est élevée en République centrafricaine et l'émaciation des enfants est très élevée en Inde. Derrière ces chiffres, il y a l'aspect humain, il y a des personnes et une situation de crise qui est stupéfiante. Lors d'une réunion d'information organisée par Concern il y a quelques semaines, nous avons appris que dans la seule corne de l'Afrique, le nombre de personnes touchées par la sécheresse s'élève à 36,1 millions. Bien sûr, les besoins humanitaires sont immenses, mais il faut y répondre. Et nous devons reconnaître aussi que la rapidité et la gravité de ce tsunami de la faim sont dues au fait que des personnes qui vivaient déjà aux limites de la faim ont basculé, donc un héritage des échecs passés à construire des systèmes alimentaires plus justes. Et cela nous ramène au thème du rapport de cette année, les systèmes alimentaire et la gouvernance, et nous avons avec nous beaucoup de collègues très compétents et je passe la parole à présent à Christine pour que nous puissions les écouter. Merci beaucoup et nous allons passer à notre conférencière principale, Elisabeth Kimani-Mouragé. Elle dirige l'unité de nutrition et les systèmes alimentaires de l'initiative Faim Zéro au Centre de recherche sur la population et la santé en Afrique, ce que vous connaissez peut-être en tant que la structure APHRC, et elle va nous parler de la transformation des systèmes alimentaires au Kenya et de les centrer plus sur les personnes pour qu'ils soient plus résistants et plus durables. Elisabeth, nous avions des problèmes avec Internet un petit peu plus tôt, mais maintenant je vous vois. Si vous nous entendez, vous avez la parole.
Merci beaucoup, merci Christine. Effectivement, j'ai quelques problèmes. J'utilise mon téléphone portable étant donné que mon ordinateur était récalcitrant aujourd'hui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, à l'occasion du lancement de l'indice de la faim dans le monde 2022, c'est un grand honneur d'avoir la possibilité de vous faire part de ces remarques liminaires. Le monde fait face à une crise alimentaire, une crise qui est le reflet du dysfonctionnement de nos systèmes alimentaires. Il est donc urgent de corriger nos systèmes alimentaires. Je me concentrerai sur 3 points. Tout d'abord, les défaillances de nos systèmes alimentaires et ce qui est fait pour y remédier, et ce que nous pourrions faire de plus au niveau local pour nourrir les personnes avec des aliments sains et de manière durable. Je me concentrerai sur le Kenya, mon pays d'origine, où le problème alimentaire est vécu de manière très concrète, et ce, au niveau local. Nos systèmes alimentaires ont conduit à la famine, la malnutrition, aux maladies, à la dégradation de l'environnement, et tout cela est accéléré par le changement climatique et une cascade de fléaux. Les défis mondiaux actuels ont révélé les faiblesses de nos systèmes alimentaires en montrant à quel point ils sont non inclusifs et non résilients. Il est difficile pour beaucoup d'entre nous d'imaginer ce qu'est la faim. Mais ici, au Kenya, au plus fort de la pandémie de Covid-19, une histoire, une anecdote a retenu l'attention de milliers de personnes. C'était l'histoire d'une jeune femme qui préparait des cailloux à manger pour ses enfants. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle n'avait rien d'autre à leur donner à manger. Elle leur faisait croire qu'elle préparait de la nourriture. Et cette anecdote n'est pas un cas isolé. La pandémie a paralysé l'économie avec des répercussions énormes sur la vie quotidienne des plus pauvres dans les villes, par exemple. Les mesures de confinement ont perturbé l'approvisionnement en nourriture des zones rurales, laissant sur le carreau de nombreux citoyens qui dépendent de la nourriture provenant des zones rurales éloignées. À la pandémie sont venus s'ajouter les effets du changement climatique. Le Kenya, comme d'autres pays de la Corne de l'Afrique, connaissent la sécheresse la plus grave de ces 40 dernières années, et cette sécheresse persiste déjà depuis plus de 3 ans. Des millions de personnes dans les zones arides et semi-arides sont confrontées à une grave famine. Le bétail périt dans ces régions, laissant de nombreuses familles sans nourriture et sans moyens de subsistance. L'accès à une alimentation saine et abordable, en particulier des fruits et des légumes, est un énorme défi dans de nombreuses régions. Mais face à ce sombre tableau, il est important de reconnaître les efforts qui sont déployés pour améliorer les systèmes alimentaires au niveau national et local. L'importance d'une approche basée sur les droits humains pour transformer les systèmes alimentaires est de plus en plus reconnue aujourd'hui au Kenya. Le Kenya a inscrit le droit à l'alimentation dans sa constitution et a mis en place une politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui vise à actualiser le droit à l'alimentation. Il est maintenant important que les citoyens ordinaires au Kenya prennent conscience de ce droit et qu'ils puissent faire la différence. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour permettre aux citoyens de participer pleinement à l'élaboration, au suivi des politiques publiques et de demander des comptes au gouvernement. En ce qui concerne la politique et la stratégie nationale, la vision 2030 du Kenya met l'accent sur la sécurité alimentaire, avec une action toute particulière pour les zones marginalisées, notamment les zones arides et semi-arides. Elle prévoit également de soutenir la production alimentaire au niveau des petits exploitants par la réduction des intrants agricoles. Toutefois,
Compte tenu de l'ampleur du défi auquel mon pays est confronté, le gouvernement, nos partenaires de développement doivent aussi investir davantage pour relever les défis de nos systèmes alimentaires, en commençant par l'investissement dans l'agriculture. L'allocation budgétaire du Kenya à l'agriculture est d'environ 3%. Et c'est une toute petite portion de ce qui a été promis, étant donné que l'engagement est censé atteindre 10%. Le renforcement de cet investissement permettrait d'accélérer la mise en œuvre des engagements pris par le Kenya lors du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires de 2021. En passant du niveau national au niveau local, nous avons énormément de leçons à tirer des différentes crises que le monde a connues ces dernières années. Par exemple, nous avons appris l'importance de soutenir la production alimentaire locale pour une utilisation locale. Les communautés ne devraient pas attendre des denrées alimentaires venant de l'Ukraine qui pourraient ne plus jamais leur parvenir. Donc soutenir les jardins potagers au niveau des communautés locales, au niveau des ménages, où que l'on vive, pourrait faire la différence entre une maman qui prépare des cailloux à manger pour sa famille et une maman qui prépare des aliments sains et nutritifs pour sa famille. Par le biais de ces crises, nous avons appris l'importance des organisations de la base pour soutenir la résilience des systèmes alimentaires pour la communauté. Au plus fort de la pandémie de Covid-19, par exemple, les organisations communautaires, les groupes des jeunes, les groupes des femmes dans les populations urbaines pauvres se sont fortement impliqués dans la production de nourriture de leur localité pour se nourrir, pour nourrir leur communauté. La semaine dernière, malheureusement, il y a une coupure. Pardon, veuillez m'excuser, j'ai été coupée. La semaine dernière, vous disais-je, j'ai rendu visite à quelques-uns de ces groupes dans un centre de recherche sur la population et la santé en Afrique. Et nous avons rencontré beaucoup de groupes différents et la plupart d'entre eux nous ont dit à quel point il était important de mettre ces choses en place pour donner la possibilité de nourrir les familles, de nourrir les communautés avec des aliments sains, des œufs, des légumes, de la volaille. Cette année, à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, nous organisons un festival de l'alimentation avec ces groupes pour célébrer le droit à l'alimentation. Nous lancerons également un mouvement Faim Zéro pour sensibiliser au droit à l'alimentation. Je crois que ce sont ces changements qui comptent le plus, des changements au niveau local. Et ce sont les changements dont nous avons tous besoin et qui ont besoin du soutien de tout un chacun. Ce n'est seulement si les populations locales ont leur mot à dire qu'on trouvera des solutions durables pour mettre terme à la faim. Et pour conclure, je tiens à rappeler les mots de la lauréate du prix Nobel de la paix, Wangari Maathai. Les petites gens de la base peuvent changer le monde. J'appelle à un soutien accru à la gouvernance locale et aux actions communautaires pour une meilleure responsabilisation, durabilité et résilience des systèmes alimentaires. Ne laissons personne pour compte. Je vous remercie. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci. Votre message a été entendu haut et fort et nous apprécions vraiment ce discours d'ouverture que vous venez de nous présenter depuis Nairobi. Merci beaucoup. Vous avez jeté les bases pour que nous puissions rentrer dans le vif de la discussion de panel et permettez-moi de vous présenter nos intervenants aujourd'hui. Il s'agit d'intervenantes, effectivement, qui vont s'exprimer devant nous. Nous avons Danielle Resnick, vous vous souvenez peut-être d'elle, elle était dans la vidéo que nous avons diffusée un petit peu plus tôt. Elle vient de la Brookings Institution and International Food Policy Research
Institute, où elle travaille comme membre non résidente. Elle est politologue de formation et ses domaines de recherche incluent l'économie politique de l'agriculture et la politique nutritionnelle, la gouvernance du secteur informel, la politique urbaine et la décentralisation. Tendai Saidi est parmi nous. Elle est responsable des programmes et de la politique au sein de CISANET au Malawi. Elle est responsable des programmes et elle travaille en tant que responsable de tous les programmes de l'organisation. CISANET joue un rôle clé pour le plaidoyer des systèmes alimentaires durables au Malawi et elle va nous donner des informations plus détaillées sur la situation telle qu'elle se présente sur le terrain. Aisha Jamshed est directrice pays au Pakistan de Welthungerhilfe. Elle dispose depuis plus de 18 ans d'expérience dans le secteur de l'aide humanitaire. Elle a travaillé pour des communautés affectées à travers le Pakistan, le Népal, la Turquie, au cours de catastrophes naturelles, mais aussi de catastrophes causées par l'homme. Et enfin, nous avons Rauda Seman, qui est directrice des programmes pour l'Éthiopie chez Concern Worldwide. Elle a travaillé à l'autorité de protection de l'environnement en tant qu'agent de recherche dans la Corne de l'Afrique pour le Centre régional de l'environnement, ainsi que comme coordinatrice de projet pour le programme de la biodiversité et de la foresterie à la GIZ en tant que conseillère. Et elle a travaillé aussi pour la Croix-Rouge éthiopienne, entre autres. Voilà, c'est pour vous donner quelques éléments d'information sur les CV de nos intervenantes aujourd'hui. Mais démarrons avec l'aspect de la faim et des systèmes alimentaires face aux multiples crises. Et Daniel, si je peux commencer avec vous, étant donné que nous sommes dans un environnement où les preneurs de décisions doivent prendre des décisions très difficiles en choisissant entre les efforts humanitaires et d'autres éléments. Est-ce que vous pourriez, Daniel, nous donner une idée de ce que vous diriez, enfin selon vous, qu'est-ce que les décideurs politiques devraient faire pour aborder la transformation ainsi que les besoins humanitaires? Merci beaucoup Christine, et je pense que vous avez fait allusion à juste titre au fait que nous avons beaucoup de dynamiques concurrentes aujourd'hui. D'un côté, comme l'a dit Elisabeth, il y a ce besoin d'urgence de donner de la priorité à l'accès à la nourriture pour tous, l'importance de l'aide humanitaire, mais d'autre part, nous continuons à voir l'importance de la transformation des systèmes alimentaires sur l'ordre du jour politique. Il y a quelques semaines, lors du sommet du G20, mais aussi au Forum africain sur la révolution verte, les responsables politiques ont fait part de leur engagement continu en faveur de la transformation des systèmes alimentaires et au cours de la COP 27, l'importance de l'alimentation et de l'agriculture pour le climat seront à l'ordre du jour pour la première fois. Je pense qu'il faut trouver un équilibre entre la réponse à court terme aux crises et l'investissement dans les stratégies de développement à plus long terme. Et c'est la raison pour laquelle les donateurs, les ministères ont des agences, des bureaux qui traitent de ces différents sujets. Je pense qu'il y a plusieurs questions, défis à considérer. Tout d'abord, nous devons envisager une meilleure intégration de la prise de décision et de l'apprentissage itératif dans ces deux domaines, d'autant qu'ils sont souvent séparés sur le plan institutionnel. En d'autres termes, les réponses aux crises ne doivent pas détourner un pays des choix politiques qui constituent son parcours de transformation des systèmes alimentaires. Mais en même temps, les crises doivent être considérées comme des occasions de tester les systèmes alimentaires et de révéler éventuellement les vulnérabilités afin d'affiner les interventions sur le plus long terme. Deuxièmement, le défi auquel nous sommes confrontés avec la crise alimentaire actuelle et celle que nous avons connue en 2000 et 2008 se sont croisés avec des crises financières et économiques qui ont forcé les gouvernements, les donateurs à réduire les ressources, ce qui a rendu les décisions beaucoup plus difficiles à prendre. Il y a des mesures selon lesquelles nous pouvons conserver des ressources en cas de besoin, un fonds de réserve, si vous voulez, et pour trouver un soutien vis-à-vis des besoins alimentaires et la transformation sur le long terme. Lorsqu'il y a une crise, c'est important. Et troisièmement, du fait de la rareté des ressources, il est important d'avoir une cohérence au sein des agences humanitaires dans leurs appels pour que les donateurs puissent consolider les ressources. Par exemple, il y a 6 appels différents de l'ONU pour la Corne de l'Afrique et en même temps, il faut qu'il y ait une plus grande précision dans le développement de ce que nous entendons par le terme d'investissement dans la transformation des systèmes alimentaires.
qu'est-ce qui doit être prioritaire? Quelle est la séquence des décisions à prendre? Quand nous prenons le cas du Sri Lanka, il y a eu des chocs économiques et politiques qui ont été exacerbés par une interdiction des engrais non organiques qui a ensuite affecté la production agricole. On voit à quel point les interventions peuvent devenir complexes et elles doivent tenir compte de la macroéconomie au sens le plus large du terme. Merci beaucoup, Daniel. Nous allons passer maintenant au Malawi. Nous savons que le Malawi a un score qui est considéré comme grave, avec une très légère amélioration depuis le dernier rapport. Mais prenons un moment et essayons de voir quels sont les défis dans le système alimentaire malawite et comment cela affecte les ménages les plus pauvres. Merci Christine. Les principaux moteurs du défi auquel nous sommes confrontés au Malawi ont été tout d'abord les chocs récurrents et les périodes de sécheresse. Au début de l'année, nous avons connu la tempête tropicale Anna qui a provoqué le déplacement des personnes dans la région sud. Et nous avons une personne sur 5 qui devrait être confrontée à de l'insécurité alimentaire au cours des années à venir. Le deuxième défi, c'est évidemment la crise économique internationale, la Covid-19, l'invasion russe en Ukraine. Tout cela a aggravé les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et a entraîné des hausses importantes dans les prix du carburant, des engrais, et par conséquent une augmentation du coût de la vie dans certaines régions du pays. Au Malawi, on constate que le prix du maïs, notre céréale de base, a triplé. Et à l'avenir, il pourrait être très difficile pour les personnes de trouver de la nourriture. Et d'autres personnes se voient contraintes à chercher du travail plus loin. Elles doivent vendre leurs biens, leurs maisons, leurs terres. Troisième élément, la faiblesse des politiques, des systèmes de gouvernance. Et c'est cette mauvaise gouvernance qui met à mal le système. Il est nécessaire d'avoir une meilleure coordination des activités qui soient mises en œuvre à la base. Mais comme vous l'avez mentionné, il y a aussi des changements, des petites améliorations qui ont été attribuées aux efforts d'intégration de la nutrition, de la communication, des changements des comportements sociaux dans des programmes spécifiques grâce au gouvernement et à des initiatives de nos partenaires de développement. Merci beaucoup, Tendai. Bien sûr, voilà le point de vue du Malawi. Aïcha, vous êtes au Pakistan. Et beaucoup d'entre nous se souviennent très certainement qu'il n'y a pas si longtemps, nous avons assisté à des inondations sans précédent dans votre pays. Et je me demandais si vous pouviez peut-être faire un bilan et nous dire ce que cela signifie pour le Pakistan et ses ambitions et perspectives pour arriver à atteindre les ODD, en particulier l'ODD 2 d'ici 2030. Merci Christine. Très rapidement, je pense qu'il est important de savoir qu'avant les inondations de 2022 et la pandémie de Covid-19, une personne sur 3 au Pakistan était en situation d'insécurité alimentaire. Une population de 230 millions d'habitants et près de la moitié est dans cette situation. Nous avons aussi le mariage des enfants qui a un taux très élevé, des crises sans précédent liées au changement climatique comme les vagues de chaleur, la sécheresse, les inondations, des infestations locales. Et donc les inondations de 2022 ont touché 30 millions de personnes au Pakistan. Et j'aimerais vous donner un exemple de Pasal Karim, qui est un petit agriculteur du district d'Omar Court Sindh, qui avait déjà du mal à fournir une nourriture suffisante à sa famille avec les sécheresses et les vagues de chaleur. Il a dû partir de sa maison avec ses 5 enfants et sa femme lorsque les inondations sont arrivées. Et 3 mois plus tard, il attend encore que l'eau se retire. Il est toujours bloqué sur le bord de la route, sans nourriture, sans abri, sans moyen de subsistance. Il a perdu sa récolte dans les inondations et attend de pouvoir retourner dans son exploitation. Il a perdu sa récolte pour cette année et il est très probable qu'il n'en ait pas à la saison prochaine. Il est une victime du phénomène mondial du changement climatique. C'est une histoire que vous entendez qui est récurrente un petit peu partout dans le bassin de l'Indus au Pakistan. C'est une région qui fournit la moitié de la nourriture de tout le pays. Pour les gens au Pakistan, le défi ne consiste pas seulement à mieux reconstruire, il s'agit pas seulement
d'adaptation. Les communautés doivent s'adapter d'un côté, bien entendu, mais en même temps, elles doivent se transformer pour mieux faire face aux nouvelles réalités. Cela signifie qu'il faut envisager différentes manières d'anticiper, de préparer et de chercher des manières différentes de vivre. L'urbanisation est en hausse, nous avons besoin d'une meilleure planification urbaine, une planification des ressources, étant donné qu'elles diminuent dans les zones rurales, et nous avons besoin de solutions durables, indigènes. Et en termes de transmission des systèmes alimentaires, il ne s'agit pas seulement de production alimentaire, mais aussi de toutes les autres composantes du système alimentaire. Mais pour répondre à votre question, le Pakistan est très très loin d'avoir des bons résultats et surtout d'arriver aux objectifs de l'ODD 2. Merci beaucoup pour ce contexte. Effectivement, avant la pandémie et après les récentes inondations, on voit qu'il y a eu un changement du statu quo dans le pays. Mesdames et messieurs, j'ai été en contact avec mes collègues en coulisses et nous savons que nous avons déjà de nombreuses questions qui nous parviennent via le forum de discussion. Nous vous demandons de, s'il vous plaît, préciser à qui vous souhaitez adresser vos questions pour que cela nous simplifie la tâche et que nous obtenons la bonne réponse de l'intervenant qui vous intéresse. À présent, nous allons placer à l'Éthiopie avec Rauda. Vous êtes au centre des préoccupations en Éthiopie depuis déjà très longtemps et dans le contexte de la crise alimentaire mondiale actuelle, pouvez-vous nous donner une idée des défis tout particuliers auxquels est confrontée l'Éthiopie? Rauda, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous avez pu entendre la question? Oui, désolée, j'étais en sourdine. Merci beaucoup, Christine. Chez Concern, nous tentons d'aider ceux qui sont le plus dans le besoin. Notre objectif, c'est d'apporter une réponse humanitaire et dans le développement à long terme. Et nous voyons la pression sur les communautés du fait du changement climatique et des conflits. Ces deux éléments rendent les choses de plus en plus difficiles et c'est très difficile pour les communautés de rebondir. Et j'aimerais souligner 3 points en particulier. Tout d'abord, c'est le défi de rester concentré sur les systèmes alimentaires parce que la réalité sur le terrain est telle que nous devons interrompre dans les interventions sur le long terme pour répondre à une augmentation des besoins humanitaires. Et si nous arrivons à briser le cycle de la crise, nous pourrons être en mesure de mettre l'accent sur des approches à long terme et envisager de répondre à nos engagements des années précédentes. Deuxième défi, il s'agit du financement et de trouver des modalités de financement flexibles. Il est évident que nous avons besoin de fonds supplémentaires afin de répondre à l'augmentation des besoins humanitaires. Encore une fois, nous avons besoin de modalités de financement plus flexibles pour que nous puissions organiser des programmes. Si nous disposons d'un financement plus flexible, nous pourrons répondre sur le long terme, mais aussi sur le court terme, et ce, en parallèle. Et cela nous permet d'avoir un meilleur fonctionnement. Et troisième point, il ne s'agit pas seulement de la sécurité alimentaire, mais nous devons aussi parler de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Comme nous l'avons vu dans l'indice mondial de la faim, il y a une variation considérable dans la région et dans la situation des enfants dans notre pays. Nous savons que les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant en termes de nutrition est très importante et cela peut avoir un effet négatif sur le développement physique et mental de l'enfant si la nutrition n'est pas bonne. Nous pouvons seulement traiter les problèmes de ces enfants en mettant la nutrition comme plan prioritaire d'action. C'est absolument essentiel pour changer la manière dont nous agissons. Merci beaucoup, merci Rauda.
Donc la première question que je posais à nos intervenantes, c'était vraiment de jeter les bases pour établir quel est l'énoncé du problème auquel nous sommes confrontés. Maintenant, nous allons nous axer un petit peu plus sur l'aspect politique, ce qui est faisable d'un point de vue politique et pourquoi est-ce que les gouvernements locaux n'ont pas toujours les bons résultats, quelles sont les choses qui peuvent être mises en place justement dans cette approche de crise à multiples niveaux. Et on va commencer par vous, Daniel, étant donné que vous travaillez dans ce secteur-là. Parlons du rôle que jouent les gouvernements dans la transformation des systèmes alimentaires. Oui, merci Christine. C'est une très bonne question parce que les gouvernements locaux ont certainement différents rôles à jouer. D'ailleurs, ce terme de local se réfère aux acteurs subnationaux tels que les maires, les autorités traditionnelles, les associations communautaires, administratives, etc. et des plus petites unités, les villes, districts, régions, États. Et lorsque nous parlons de gouvernance locale, nous faisons spécifiquement référence à la manière dont les acteurs et institutions infranationaux s'engagent auprès des citoyens pour prendre des décisions, allouer des ressources et fournir des biens et services qui sont essentiels pour améliorer l'accès aux aliments sains et d'ailleurs à leur disponibilité aussi. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela est très important lorsqu'on parle de système alimentaire. Tout d'abord, dans de nombreux pays, on a un système décentralisé, et ce depuis une vingtaine d'années, et de plus en plus, on procède à cette décentralisation, c'est-à-dire un transfert des responsabilités en matière d'agriculture, d'élevage, de santé, d'environnement aux autorités locales. Donc un changement de manière de procéder. Et deuxièmement, nous constatons que si on prend les maires, les dirigeants locaux, par rapport aux initiatives internationales et transnationales, beaucoup de maires sont à l'avant-garde d'initiatives, par exemple des politiques urbaines, alimentaires, etc. Donc il y a une possibilité d'intervention au niveau local par le biais de ces acteurs. Et troisièmement, les autorités locales, tant formelles qu'informelles, sont plus proches des habitants et peuvent donc mieux comprendre les besoins de consommation et de production locaux. Et en même temps, cette proximité permet aux citoyens d'avoir une plus grande surveillance sur les processus de décision et, espérons-le, avoir voix au chapitre. Et enfin, dans des contextes plus fragiles, il arrive souvent que l'État n'exerce pas une autorité ou une légitimité totale sur le territoire qu'il gouverne et que les acteurs non étatiques, locaux ou les autorités traditionnelles soient mieux placés ou disposent d'une plus grande confiance auprès des populations pour répondre à leurs besoins alimentaires. Donc je ne veux pas romanticiser le niveau local. Il y a certainement aussi des asymétries de pouvoir et d'exclusion sociale qui peuvent se produire au niveau local, mais il y a aussi beaucoup plus d'espace pour l'inclusion, la responsabilité, surtout au niveau des processus politiques et du système alimentaire. Donc ça, c'est très important dans le contexte géopolitique actuel et c'est quelque chose que nous allons voir se produire au cours des années à venir. Vous parlez d'un changement, d'un déplacement du pouvoir et j'ai vu que Tendai hochait de la tête. Tendai, d'un point de vue ou d'une perspective de la société civile, étant donné que vous travaillez dans l'amplification des voix des personnes qui sont les plus marginalisées, est-ce que vous pouvez nous parler de ces approches qui sont appliquées pour améliorer la gouvernance des systèmes alimentaires au niveau local? Avec Sysanet, nous travaillons pour l'amélioration de la transparence et de la responsabilité dans les investissements agricoles et la mise en œuvre de programmes par le biais de plaidoyers. Et nous le faisons avec une analyse de budget national. J'ai beaucoup aimé le discours d'Elisabeth parce qu'elle a mentionné comment le Kenya alloue 3% de ses dépenses publiques à l'agriculture alors qu'un engagement de 10% avait été pris. Au Malawi, nous avons aussi un engagement de 10%. Toutefois, quand on prend notre budget, 80% du budget de fonctionnement est en fait alloué au programme d'intrants abordables. Donc c'est un financement pour l'élevage, l'irrigation, la recherche qui sont tout aussi importants. Cela est important pour garantir des pratiques agricoles durables et éduquer le plus grand nombre sur les bonnes pratiques nutritionnelles pour améliorer l'alimentation et la nutrition.
Donc même le financement de la nutrition dans tous les secteurs reste un grand défi. Et avec un renforcement de la gouvernance rurale et le droit à l'alimentation dans le cadre des initiatives qui sont prises avec l'Alliance du Sud, nous avons aussi ces fiches d'évaluation communautaire qui ont été mentionnées un petit peu plus tôt. Nous réalisons des audits, des dialogues politiques et communautaires pour identifier les défis dans les systèmes alimentaires au niveau local. Nous participons aussi à d'autres activités pour créer une sensibilisation au droit à l'alimentation. Dans nos efforts, nous mobilisons une forte coalition d'organisations de la société civile, de parties prenantes et de porteurs de devoirs, comme nous les appelons, c'est-à-dire des parlementaires, des décideurs politiques, des leaders du secteur à travers une coalition. Nous diffusons nos résultats, ceux qui sont collectés par le biais de l'analyse budgétaire, des tableaux de bord communautaires, audits sociaux, etc. Et nous assurons un plaidoyer pour améliorer la mise en œuvre de nos programmes. Nous créons aussi des plateformes telles que des audiences publiques où nous tentons de discuter des problèmes identifiés à la base pour les faire remonter au niveau national. Nous travaillons aussi en partenariat avec les médias pour avoir une couverture pour que nos efforts soient amplifiés et mieux diffusés. Merci Tendai. Je vais passer à Aïcha au Pakistan, car vous êtes en train de travailler sur le renforcement de la résilience de la communauté en étroite collaboration avec des structures gouvernementales locales. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez appris à la lumière des crises de plus en plus complexes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui? Oui, effectivement, Welthunger-Hilfe travaille sur des approches orientées vers la communauté, en particulier le développement de structures communautaires et un engagement à long terme avec les communautés pour arriver à ce niveau-là. J'aimerais encore une fois revenir avec un exemple du district de Rajanpur, au Pendjab. Welthunger-Hilfe ont établi des comités de gestion des catastrophes dans les villages et ces comités travaillent au niveau des villages, des conseils, des conseils municipaux, etc. Et Ranjanpur, c'est l'un des districts qui a été le plus touché au cours des inondations au Pakistan. Donc, ces comités ont été créés, on a été en mesure de sauver des vies, d'obtenir des évacuations rapides à ceux qui en avaient besoin, d'apporter un secours avec le soutien du gouvernement et d'autres acteurs locaux. Cela a été possible car les structures étaient en place. Elles étaient bien connectées grâce à une formation qui a été faite en amont et étaient connectées aussi aux services de secours locaux et ont permis dans un travail avec les autorités locales d'évacuer aussi les zones voisines. Donc ce type d'approche ont fait leurs preuves. Les structures communautaires participent, prennent leurs responsabilités, réagissent. Et un autre exemple, ce serait l'allocation de l'utilisation des ressources pour la participation communautaire dans d'autres villages avec des plans qui sont développés avec les autorités locales, des élus dirigés par la communauté y travaille, notifie le tout aux gouvernements locaux avec un financement de 40% par des structures gouvernementales. Et ceci est possible avec une combinaison d'actions comme les cartes d'évaluation qu'on a évoquées un petit peu plus tôt, mais il faut aussi garder à l'esprit que ces structures nécessitent des investissements en termes de renforcement des capacités et de développement des plateformes. Il y a beaucoup de succès en ce qui concerne les modèles participatifs de gouvernance. C'est un modèle qui doit être adapté lorsqu'il s'agit de l'allocation des ressources, de la responsabilité, des audits sociaux, fiches d'évaluation communautaire, etc. Donc tout cela est nécessaire, ainsi que des plateformes d'engagement pour pouvoir réussir à fonctionner à une plus grande échelle. Rauda, vous avez aussi des exemples de réussite en Éthiopie. Est-ce que vous pourriez prendre un instant pour partager avec nous des approches que vous avez promues et qui ont transformé les systèmes alimentaires? Oui, tout à fait. Nous avons été
été très impliqué dans la préparation du sommet de l'année dernière. Beaucoup d'efforts ont été réalisés pour améliorer le système alimentaire éthiopien. Au cours de ce processus, les partenaires Alliance 2050 et nous-mêmes avons proposé différents systèmes, par exemple, un premier système axé sur l'accès des agriculteurs à des semences de qualité. Donc ça a été très intéressant. On l'a fait d'ailleurs avec des coopératives et des centres de recherche, ainsi que des entreprises productrices de semences. Et nous avons aussi mis une autre approche en place pour promouvoir des légumes sur les marchés locaux, à sensibiliser les ménages à la nutrition maternelle et infantile également. Donc tout cela est très important. Nous avons aussi travaillé sur un système de suivi pour voir quels sont les risques liés au changement climatique, comme par exemple les inondations. Et nous avons tenté aussi de trouver des moyens de calculer quelles peuvent être les demandes vis-à-vis des assurances lorsque cela était possible. Donc tout cela dans le cadre d'approches qui consistent à mieux garantir l'accès aux terres et à garantir aussi une assurance de ces terres en cas de menace. La chose la plus importante, c'est vraiment une inclusion des parties prenantes, en particulier les communautés locales, qui se trouvent au centre de l'élaboration de plans de développement. Et dans cette approche, nous avons eu beaucoup de succès au cours des dernières années. Nous avons réussi à récupérer environ 2000 hectares de terre et dans la zone de notre intervention, l'érosion des terres a été réduite de 70%. Ce n'est pas seulement un changement spectaculaire de la restauration physique de nos terres, mais vraiment c'est le retour à un moyen de subsistance de la communauté qui vit dans cette zone. Cette approche a été adoptée par le gouvernement et nous continuons à assurer un plaidoyer pour que cela soit envisagé à plus grande échelle. Merci beaucoup et nous allons maintenant passer aux questions qui nous viennent du public. Je vais vous demander d'avoir des réponses claires, précises, courtes si possible, pour couvrir autant de questions que possible. Aïcha, on nous pose la question du patriarcat dans la sécurité alimentaire au sein des ménages, des familles. Donc la question en fait c'est quel est le rôle que joue le patriarcat dans les ménages et s'il joue un rôle, est-ce qu'on doit y remédier et si oui, comment? Alors au Pakistan, effectivement, le patriarcat joue un rôle énorme et il y a différentes manières de procéder. Je crois qu'il faut continuer à parler de la nutrition et de l'effet qu'elle a sur des générations et les effets de la nutrition aussi sur la situation économique d'un ménage. C'est en général l'un des outils qui fonctionne le mieux pour aborder l'effet patriarcal. Je vous remercie. Merci. Et maintenant à vous, Tendai, une question pas forcément uniquement basée sur le Malawi, mais quels sont les mécanismes qui sont en place pour encourager la production des variétés alimentaires traditionnelles pour s'assurer qu'il y ait une alternative à faible coût et facilement accessible? Vous pouvez nous répondre avec votre point de vue du Malawi. Quels sont les mécanismes qui sont en place pour favoriser la production de variétés alimentaires traditionnelles afin que les communautés aient des alternatives à faible coût et faciles d'accès? Merci Christine. Au Malawi, ce que nous promouvons également grâce à l'aide de différents partenaires, c'est le recyclage des semences parmi les agriculteurs. Nous encourageons les semences de variétés améliorées, mais nous promouvons également nos propres semences traditionnelles. Nous travaillons dans les mécanismes de communication de changements sociaux pour
améliorer la perception de ce que les gens ont de la nutrition, étant donné que les choses changent. Les modes de culture plus modernes, plus variés ont été adoptés, mais nous essayons de faire en sorte que les changements de comportements sociaux nous permettent d'arriver à de bons résultats, que les gens restent attachés à leurs repas traditionnels qui contiennent des fibres, des très bonne qualité nutritionnelle pour justement qu'on ait de bons résultats à la base. Merci. Cette question a été posée par un collègue du Niger. Et une autre question est posée à Daniel, qui est censé coordonner les initiatives internationales pour la sécurité alimentaire. Il y a un point qui dit ici qu'il existe beaucoup d'initiatives aujourd'hui. Mais comment est-ce que toutes ces initiatives doivent être coordonnées pour la sécurité alimentaire mondiale? Très bonne question, effectivement. Il existe pléthore d'initiatives de nos jours, mais beaucoup tombent sous la coupe des Nations Unies, en particulier avec le sommet du système alimentaire des Nations Unies de l'année dernière, un mécanisme de coordination avec le Programme alimentaire mondial, la FAO, qui joue un rôle absolument central dans la coordination des différentes activités, des activités de suivi aussi, dans les pays qui ont connu un dialogue au niveau national. Il y a énormément de possibilités pour que des acteurs s'impliquent, mais effectivement, il y a toujours ce champ de tension entre, d'un côté, un trop grand nombre d'acteurs et la mise en œuvre de recommandations cohérentes sur le terrain pour un sujet qui est véritablement très vaste. Oui, merci à la personne qui a posé cette question. Rauda, vous avez parlé un petit peu plus tôt de la nécessité de modalités de financement plus flexibles et vous avez parlé aussi du fait qu'il faut rester concentré sur la nutrition en particulier. Est-ce qu'il y a des exemples que vous pourriez partager et nous expliquer peut-être à quoi cela peut ressembler d'un point de vue pratique? Quel type de modalité de financement serait essentiel à vous? Vous êtes toujours en sourdine. Merci, merci Christine. Nous avons l'expérience de la mise en œuvre d'un programme pluriannuel financé et qui va dans le sens d'une réponse d'urgence pour la nutrition, mais qui en même temps propose un renforcement du système de santé. Cela nous permet de renforcer le système de santé tout en restant axé sur la nutrition. Et en même temps, nous avons un système pour l'alerte précoce et l'action précoce. Nous pouvons utiliser des financements pour différentes circonstances, lorsqu'il y a une sécheresse, lorsque les personnes sont déplacées, etc. Et cela nous permet de renforcer le système de santé pour maintenir les résultats positifs en matière de nutrition. Et cela nous permet de répondre à court et à long terme avec un seul programme. Ce système nous aidera à travailler de manière durable dans le secteur de la nutrition, couplé au système de santé et de répondre ainsi à des besoins humanitaires qui surgissent. Je serai tout à fait en mesure de partager des détails de ces systèmes couplés s'il y a des gens qui sont intéressés. Oui, merci beaucoup. Nous vous remercions parce que je suis certaine que certains seront intéressés. Merci Rauda. Nous allons passer à Aïcha parce que nous avons une question qui est adressée directement à Welthungerhilfe. Est-ce que vous disposez de recommandations de politique nationale à faire au gouvernement pakistanais dans le contexte de la crise, étant donné que vous êtes plus vulnérable aux différentes catastrophes? Est-ce qu'il y a des recommandations politiques qui sont faites au gouvernement du Pakistan afin d'atténuer les défis de l'insécurité alimentaire? Tout d'abord, il faut avoir une perspective intégrée. La perspective actuelle est beaucoup trop linéaire et doit être plus diversifiée dans son approche. Et je crois que
Ce qui nous échappe continuellement, c'est de voir les chocs fréquents de la crise et l'impact du climat sur la politique alimentaire. Et le Pakistan n'a pas encore pris en ligne de compte ces éléments. Les mesures qui sont prises ne sont pas indigènes, alors qu'il faudrait qu'elles le soient sur le long terme, pour une certaine pérennité. De même, nous avons différentes structures au niveau local, au niveau national, et les ressources sont transférées en aval pour garantir que les choses soient mises en œuvre. Mais pour l'instant, ce n'est pas suffisant et il faudrait que ces mesures soient renforcées. Pour le Malawi, en ce qui concerne les transferts sociaux en espèces pour l'insécurité alimentaire et la faim, peut-être que vous pouvez d'ailleurs nous donner des informations plus détaillées sur ces transferts sociaux qui sont en place au Malawi. Alors, je sais qu'effectivement, nous avons un programme de transferts sociaux en espèces qui est principalement dirigé par le Programme alimentaire mondial et qui cible la majorité des personnes qui se trouvent dans des zones particulièrement exposées aux catastrophes, que ce soit des zones où il y a des problèmes d'eau, par exemple là où il y a eu des inondations. Et cela a été très important dans le renforcement et la résilience des communautés avec ces transferts sociaux en espèces. Les personnes sont un petit peu plus flexibles au lieu qu'on leur donne, par exemple, un panier de denrées alimentaires ou autre. Avec ce transfert de fonds, eh bien, s'il est aussi combiné avec un comportement social amélioré, les personnes sont mieux éduquées sur ce qui est sain, ce qui ne l'est pas, et ils peuvent utiliser cet argent comme ils le souhaitent pour répondre aux besoins des communautés et pour mieux réagir aux catastrophes dans les zones qui sont particulièrement sujettes à celles-ci. Merci. Effectivement, ça encourage les personnes à prendre leurs propres décisions. Ça a un effet un peu boule de neige qui va au-delà du bénéficiaire immédiat du transfert finalement. Daniel, c'est une question qu'il faut considérer dans sa pleine envergure, étant donné que nous sommes maintenant exposés à une crise mondiale et nous sommes confrontés à trois C, le conflit, le changement climatique et le troisième C, je l'ai oublié. Toujours est-il que ces facteurs sont des facteurs essentiels de la crise alimentaire actuelle. Est-ce qu'il s'agit là d'un tableau qui est trop simpliste ou est-ce que nous passons peut-être pas à côté d'autres facteurs structurels qui ont conduit à la crise alimentaire auquel nous sommes confrontés aujourd'hui et peut-être qu'il faut peut-être recadrer le débat. On nous parle des 3C, de la guerre en Ukraine, mais n'y a-t-il pas encore d'autres problèmes structurels où du changement potentiel serait nécessaire? Oui, c'est une excellente question et effectivement, cela s'applique à différents niveaux. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de différents niveaux, mais au niveau national, il y a beaucoup de politique, marketing, de commerce, d'équilibre des prix et on voit que la crise a été exacerbée du fait de changements de prix. Les agriculteurs ne sont pas rémunérés au juste prix. Il y a des prix plafonds aussi pour des marchandises. Et cela crée une certaine vulnérabilité chez certains. Et Tendai l'a dit tout à l'heure, il y a aussi certains biais dans la manière dont les dépenses agricoles ont été utilisées. On favorise souvent des investissements à forte visibilité, alors qu'on sait aujourd'hui que cela ne permet pas forcément d'arriver aux meilleurs résultats. Ce n'est pas toujours ce qui permet de faire avancer les choses. Il faut qu'il y ait des stratégies d'investissement claires, mais qui portent aussi leurs fruits. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que on parle souvent de la consolidation des chaînes d'approvisionnement mondiales et le rôle du secteur agroalimentaire. Il y a bien sûr des avantages à la consolidation, mais certaines vulnérabilités évidentes sont encore plus prononcées et nous l'avons vu avec la pandémie de Covid-19. D'ailleurs, je crois que Covid, c'était le troisième C.
Merci Daniel. Et une autre question pour Aïcha. Une question qui souligne que le rôle du gouvernement local est certainement très important, mais qu'en est-il du rôle du gouvernement national dans le soutien des gouvernements locaux dans le processus de transformation? Donc comment est-ce que, au niveau national, on soutient le local? Très bonne question. Il y a plusieurs manières de réagir. Tout d'abord avec des bonnes politiques et la traduction de ces politiques à la base et le renforcement des capacités des représentants des gouvernements locaux ainsi qu'une plus grande clarté dans les rôles et les responsabilités. En ce moment, tout est un petit peu flou, du moins dans le contexte du Pakistan, dans la répartition des rôles. Et ensuite, l'allocation des ressources en fonction de ces rôles. C'est quelque chose qu'on pourrait examiner au départ. Et j'ai encore une question pour vous, et ensuite on passera à Tendai. Nous avons souligné que le Pakistan a été touché tout particulièrement par les récentes inondations et que cela a eu un impact énorme sur l'insécurité alimentaire. Est-ce que vous avez déjà initié au niveau du gouvernement les pertes et les dommages, étant donné que à Sharm el-Sheikh, en Égypte, au cours de la COP27, il y aura des discussions? Oui, il me semble qu'il y a déjà des discussions qui ont eu lieu au niveau national. L'effort coordonné, c'est encore quelque chose sur quoi nous devons travailler. Et le manque de ressources du gouvernement en ce moment pour vraiment faire le point sur le tout est quelque chose sur à quoi nous devons encore nous atteler avec toutes les parties prenantes, parce que je crois que aujourd'hui, le problème, c'est encore de savoir qui fait quoi, quelle partie particulière du gouvernement doit jouer quel rôle, etc., et autant au niveau national qu'au niveau provincial, mais les discussions ont déjà démarré. Pour ce qui est du Malawi Tendai, qu'en est-il de l'intégration du renforcement de la résilience lorsqu'il s'agit de protéger les systèmes alimentaires des dangers, des risques, comme par exemple les sécheresses, les tempêtes, les cyclones et autres? Alors effectivement, il y a beaucoup de choses qui se font dans le renforcement de la résilience, la planification anticipée. Nous avons beaucoup de parties prenantes au sein de la plateforme de préparation aux catastrophes qui jouent un rôle dans ce domaine. Nous avons aussi des assurances et le gouvernement qui intervient. D'ailleurs, il existe un forfait d'assurance en cas de catastrophe non planifiée. Enfin, les catastrophes ne sont jamais vraiment planifiées. Donc, il y a beaucoup d'investissements qui sont réalisés dans ce domaine et on essaye de voir comment les communautés peuvent être renforcées, comment on peut développer finalement les compétences, les infrastructures et réagir si un choc est sur le point de se produire en assurant que nous ayons des plantes qui soient résistantes à la sécheresse dans les régions qui sont particulièrement touchées par la sécheresse. Donc ça, c'est des choses qui sont faites de manière anticipative aujourd'hui. Merci, merci. J'aimerais pouvoir continuer avec les questions et les réponses, étant donné que nous avons énormément de questions-réponses ici. Malheureusement, il ne nous reste que trop peu de temps. L'heure tourne. Et je vais demander à nos panélistes, avant de conclure, de nous faire un bref résumé. Quelle est la chose principale sur laquelle vous aimeriez revenir? Vous avez entendu les questions qui ont été posées et vous savez aussi ce que nous dit le rapport. Peut-être en 2 mots, quelle est votre contribution? Quelle est la dernière chose que vous aimeriez préciser? On va commencer par Daniel, puis Rauda, Tendai et ensuite Aïcha. Eh bien, merci Christine. Alors, j'aimerais revenir à ce que je disais un petit peu plus tôt. Nous n'avons pas toujours les bons investissements pour la transformation des systèmes alimentaires, mais je crois que nous avons une bonne idée des processus auxquels nous devons réfléchir pour la transformation des systèmes alimentaires. Les meilleurs principes
d'inclusivité, de responsabilité, s'appuyer sur les efforts communautaires existants. Il y a déjà énormément de choses qui se font sur le terrain, on en a entendu parler au cours de cette dernière heure et demie, et les processus tels qu'ils ont été mis en place sur place. Alors il faut tirer des enseignements des succès, des échecs, et pas seulement de transposer tout au niveau national, mais peut-être transférer les choses qui ont été intéressantes dans d'autres régions, dans d'autres pays, si cela s'y prête. Voilà, donc être inclusif et responsable dans la transformation des systèmes alimentaires. Merci Daniel. Rauda. Merci Christine. J'aimerais mettre l'accent sur le financement flexible de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que sur le plaidoyer au niveau du gouvernement local et de donner une certaine autonomie aux communautés locales pour créer une responsabilisation des gouvernements locaux. Merci. Tendai. Alors, les derniers mots que j'aimerais ajouter, c'est que les plus vulnérables sont encore aujourd'hui les plus touchés par l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Il est donc nécessaire qu'on ait un changement de paradigme et que la nourriture ne devienne pas un privilège mais un droit, et que les personnes soient en mesure de l'exiger et qu'on arrive à répondre aux besoins des personnes. Dans notre crise actuelle, il faut arriver à créer de meilleurs filets de sécurité. Merci. Aïcha ? Merci beaucoup. Je crois que la gouvernance locale est d'une importance énorme, ça ne fait aucun doute, mais si on veut vraiment atteindre une fin zéro pour tous, les choses doivent changer au niveau mondial. En termes de gouvernance dans nos systèmes alimentaires, les débats autour de la décolonisation sont essentiels. Il faut lutter contre les inégalités structurelles mondiales dans de nombreux régimes commerciaux mondiaux pour prospérer. Voilà, ça c'est important pour moi. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces contributions. Merci aux panélistes et j'aimerais remercier aussi le public pour les questions qui ont contribué à faire de notre contribution, de notre discussion, quelque chose de tout à fait significatif. Et nous allons d'ailleurs continuer dans les coulisses. Les organisateurs de cet événement insistent là-dessus. Il faut que nous arrivions à créer plus de plateformes pour discuter. J'aimerais remercier les panélistes, Daniel Resnick, Tendai Saidi pour le point de vue du Malawi, Aisha Jamshed pour le Pakistan et Rauda Seman pour l'Éthiopie. Merci beaucoup pour ces messages, le message de l'importance du local, de la gouvernance locale pour la résilience de nos systèmes alimentaires dans le contexte de la crise que nous traversons. Mesdames et messieurs, prenez connaissance du rapport de cette année. Il est maintenant disponible, il est en ligne. Partagez-le, faites passer le message, utilisez ce hashtag GHI 2022 et c'est ça la beauté des diverses plateformes de réseaux sociaux, de plateformes virtuelles. On a la possibilité de continuer le débat et la discussion. Si vous êtes sur ces différentes plateformes de réseaux sociaux, vous pouvez certainement rentrer en contact aussi avec nos oratrices. Merci aux organisateurs de cet événement. Merci à l'équipe de Welthungerhilfe, de Concern Worldwide, de KfW, à tous ceux qui se trouvent dans les coulisses de cette merveilleuse production et qui s'assurent que nous sommes en mesure de transmettre ce message. Nous sommes 400 personnes actuellement connectées. C'est un grand plaisir d'avoir cette discussion avec vous tous et bien sûr, nous allons continuer à donner les rênes aux personnes, aux plus vulnérables et à ceux qui sont le plus touchés. C'est absolument essentiel pour renforcer nos systèmes alimentaires partout dans le monde. Merci à vous tous, merci pour le temps que vous nous avez consacré et nous sommes un petit peu en avance pour mettre un terme à cette manifestation. C'est toujours mieux que d'être en retard. Et nous nous revoyons l'année prochaine avec un rapport, je l'espère, plus encourageant. Je vous remercie. Au revoir et à la prochaine fois.